Bonjour, bonjour et buongiorno a tutti. Merci d'être venus à cette session. Et bonjour aussi aux personnes qui nous suivent en ligne, parce qu'il y a aussi des personnes connectées sur Zoom. Mon nom est Renata Mirulla, je travaille au bureau de l'évaluation de la FAO et je m'occupe d'une plateforme multi-agency, comme on dit, soutenue par les FIDA, pour la FAO et pour le PAM et pour le CGIAR qui s'appelle EvalForward. Cette session aujourd'hui est dédiée au secteur qui nourrit le monde, c'est-à-dire l'agriculture. En Afrique en particulier, l'agriculture est au cœur de tous les efforts pour le développement économique, l'éradication de la faim et de la malnutrition et le développement rural. C'est pour ça qu'on a décidé de jeter un peu de la lumière sur ce secteur, sur ce qui se passe au niveau de suivi, évaluation, sur les défis, les opportunités que ce secteur face sur le suivi et l'évaluation, parce que c'est si important. Permettez-moi quelques mots sur EvalForward, parce que c'est la communauté qui a proposé ces panels aujourd'hui. J'ai quelques brochures ici, pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme. Je le dis parce que dans cette plateforme, qui est une communauté de pratique qui aujourd'hui regroupe plus de 1300 personnes enregistrées, on a déjà fait des discussions, des webinaires, notamment sur ces thèmes. Et donc, je suis très contente aujourd'hui de le pouvoir faire en personne. Donc, cette plateforme a en fait le but, l'objectif de soutenir ce type d'échange de connaissances, de dialogues et de renforcement de capacités d'évaluation dans le secteur de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et du développement rural. Je vais, sans prendre plus de temps, je vais maintenant, premièrement, dire que cette session va être facilitée par moi et par ma collègue Monica Lumena. On a deux facilitatrices aujourd'hui dans l'esprit de partenariat et collaboration. Donc, Monica, elle est Senior Officer Evaluation, senior excusez-moi, officier de l'évaluation à la FIDA, au FIDA. Et c'est ça. Et donc, je vais introduire maintenant nos panélistes. On a Rodrigue Owembu. Il est responsable planification, suivi, évaluation et gestion des savoirs du projet de développement agricole et rural phase 2 auprès du ministère de l'Agriculture du Gabon, Rodrigue. Puis, on a du Sénégal, M. Mor Seck, secrétaire permanent, commission de l'évaluation, des suivis et des politiques et des programmes publics. On a ensuite M. Youssouf Ndia, directeur du contrôle et du suivi évaluation, direction générale du plan et de la lutte contre la pauvreté au ministère du plan et du développement de la Côte d'Ivoire. Et enfin, on a Konaté Sekou Tidiane, directeur de la coordination de la coopération et de la planification statistique et de la communication auprès de l'Institut de la statistique du Djibouti. OK, alors je commence par Rodrigue, première question. Donc, comme vous êtes dans le ministère de l'Agriculture, à l'intérieur, vous travaillez à l'intérieur du ministère de l'Agriculture, pouvez-vous nous décrire un peu quels ont été et quels sont les défis et les opportunités pour renforcer une unité de suivi et évaluation au sein du ministère de l'Agriculture? Je donne 6 minutes à chaque intervenante. J'ai ici un petit drapeau de l'Italie pour vous souvenir si vous parlez un peu trop. On est un peu flexible quand même, mais on va donner un peu d'espace pour la discussion, les débats, les questions et tout ça. Merci, Rodrigue, à toi. Merci, Renata. Avant de commencer mon propos, je voudrais ici remercier EvalForward qui a eu l'initiative de nous inviter à ce panel. Dans
cette famille d'évaluateurs dont la plupart sont anglophones, c'est bien de donner cette petite passerelle aux aspects francophones pour nous exprimer. Merci encore. Par rapport aux défis et opportunités pour l'innovation dans le système de suivi et évaluation au niveau du ministère de l'Agriculture, il faut dire que toute évaluation, toute politique d'évaluation, quel que soit le secteur, passe d'abord par la volonté politique et le leadership des responsables. Donc, si les politiques ne s'impliquent pas, si les responsables ne s'impliquent pas, ben, nous aurons du mal à avoir comme ça des systèmes innovants, des systèmes agrégés d'évaluation dans nos ministères de l'Agriculture. Donc, la première partie au niveau du Gabon, c'est déjà de dire que nous avons eu l'apport des responsables du secteur, donc l'apport des responsables du ministère, qui ont comme ça présenté l'envie d'avoir un système de suivi et évaluation pour pouvoir évaluer toutes les approches, tous les projets qui sont initiés au sein du secteur. Parce qu'il faut dire qu'au niveau du Gabon, l'agriculture, le ministère de l'Agriculture capte quand même des projets qui sont financés par différents bailleurs. Et au-delà des évaluations initiées par des bailleurs, il faudrait bien que les États, donc le ministère, puissent avoir ces évaluations pour avoir un regard et prendre des décisions qui s'y est par rapport aux bénéficiaires et par rapport aux résultats attendus. Après, le leadership et la volonté politique, donc des responsables du secteur, nous avons comme deuxième opportunité, c'est l'implication et la coordination des partenaires techniques. Le secteur agricole au niveau du Gabon est bien accompagné. Plusieurs partenaires accompagnent nos ministères de l'Agriculture dans la mise en œuvre des projets. Nous avons des projets financés par le FIDA, la FAO, l'OPEDA, l'AFD et même la BAD. Et ces partenaires, chacun à son niveau, voudraient apporter sa pierre à l'édifice dans la mise en place de ce système d'évaluation. Mais il faut bien sûr pouvoir les fédérer pour que l'on ait comme ça une vision globale et une vision commune par rapport aux investissements dans le secteur, mais surtout par rapport au rendu de tout ce qui concerne les évaluations. En dehors de l'approche donc de la dynamique étatique, de la dynamique des bailleurs de fonds et des partenaires au développement, nous avons aussi la participation des ONG et acteurs de la société civile. Il faut dire que la redevabilité devient de plus en plus une question importante et sine qua non au niveau du développement du secteur agricole au Gabon. Pays pétrolier, avec des investissements agricoles dont on ne sent pas toujours le développement, on ne sent toujours pas les avancées, mais les différentes crises, on a longtemps parlé des crises dans les différents panels ici, les différentes crises nous ont fait comprendre au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du Gabon, qu'on peut avoir du pétrole, mais on aura toujours besoin de manger. Et même si on importe à manger, mais lorsqu'on a une crise au niveau de la Russie et de l'Ukraine, ben on n'importe plus du blé. Et si on n'a plus du blé, on n'aura plus du pain sur la table. Et si on n'a plus du pain sur la table, ben c'est les populations qui créent famine et c'est un peu la révolte sociale. Donc, l'agriculture, de plus en plus, tient sa place et nos politiques ont compris cela. Mais pour les aider à prendre des décisions qui s'y est et qui correspondent aux réalités du terrain, il faut bien qu'on ait un système sectoriel de suivi et évaluation qui aide le décideur à prendre des décisions idoines. Après la participation des bénéficiaires, donc de la société civile, nous avons l'harmonisation ou l'intégration des anciens systèmes et l'évolution vers des nouveaux systèmes. Il faut dire qu'au sein du ministère de l'Agriculture, différentes directions ont des systèmes d'évaluation, sinon des systèmes de suivi embryonnaires qui, chacun prêchant dans sa paroisse, ne sont pas souvent agrégés. Et l'idée initiale, l'idée des dirigeants actuels du ministère, c'est de faire une agrégation de toutes les données, les données récoltées par les différentes directions pour avoir une direction au in fine qui sera là et qui parlera au nom de tous. Mais pour ne pas
détruire complètement l'existant, nous passons par la création d'une cellule. Et c'est cette cellule-là, avec les points focaux dans les différentes directions, qui fait office actuellement de cellules embryonnaires pour le système de suivi et évaluation. Et avant de terminer, il y a la collecte des données. Le Gabon étant un pays en développement, donc les moyens de communication ne sont pas encore très bien huilés. Donc, il faut à un moment donné aller récolter l'information au plus près des bénéficiaires, au plus près des ayants droit de toutes les interventions. Et pour faciliter la tâche, le Gabon a la chance d'être interconnecté en matière de réseau informatique et donc l'informatisation du système s'impose un peu. Et nous avons la chance, à travers le projet PEDAR 2, je me permets ici de dire merci au FIDA. À travers le projet PEDAR 2, le FIDA qui accompagne l'État gabonais dans la mise en œuvre de ce projet, nous avons eu l'initiative de faire un état des lieux de tout ce qui est existant en matière de suivi et évaluation au niveau du ministère. Et cet état de lieu a nécessité la mobilisation d'un consultant international qui a été mobilisé grâce à l'appui du FIDA. Et après l'état de lieu, donc, il y a la proposition des recommandations. Et après ces recommandations, nous aurons une mise en œuvre. Je crois que le drapeau italien se lève déjà et je laisse la suite des débats aux questions qui pourront bien sûr permettre à tous les participants de ce panel d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe au Gabon. Merci encore Renata, merci à Monica et merci à vous. Oui, merci. C'est dommage que tu as laissé Renata sans ce moment de drapeau. J'espère que M. Youssoundia ne va pas nous demander de les couper avec nos excuses davantage. Et en tant que directeur du contrôle et de suivi et évaluation à la Direction générale du plan et de la lutte contre la pauvreté, en Côte d'Ivoire, vous avez une vision sur les rapports entre l'évaluation dans les ministères centraux et les institutions sectorielles de l'agriculture. On sait bien que pendant la préparation de ce panel même, vous avez pris un peu le contact avec vos collègues au ministère de l'Agriculture. Quels sont les éléments favorisants ou bien contraignants de la mise en place d'une véritable fonction d'évaluation, d'une culture d'évaluation que vous relevez au sein du ministère de l'Agriculture? Je vais peut-être me mettre là-bas. Ouais. Pour voir un peu le... Okay. Merci. Non, un verre. Alors, merci. Je voudrais donc remercier les organisateurs de donner l'opportunité justement à la Côte d'Ivoire de parler un peu de l'industrialisation de l'agriculture, je dirais, dans notre pays. Donc, pour le contexte, il faut dire que la Côte d'Ivoire, bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est le pays du cacao. La Côte d'Ivoire, c'est le pays qui est le premier producteur mondial de cacao. Donc, tous ceux qui mangent du chocolat, normalement, doivent savoir que... Moi, mon chocolat ne vient pas du Côte d'Ivoire. La matière première qui compose le chocolat vient de la Côte d'Ivoire parce que nous produisons environ 40% de la production mondiale, 2 200 000 tonnes chaque année. Et donc, pour le contexte, il faut dire que la Constitution ivoirienne a inscrit l'évaluation comme une des missions du Parlement. Donc, c'est un élément important pour nous parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans notre Constitution, l'évaluation est inscrite comme étant une de ses missions. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un certain nombre de documents, je dirais, qu'on a pu produire. On a, par exemple, la loi sur l'évaluation des politiques publiques qui a été adoptée il y a juste 2 mois. On a également des commissions parlementaires. Donc, il faut juste rappeler que la Côte d'Ivoire a deux chambres au niveau de son Parlement. Il y a l'Assemblée nationale et nous avons le Sénat.
et ces deux chambres ont adopté la loi sur l'évaluation des politiques publiques. Et donc, pour nous, c'est véritablement l'occasion de faire en sorte que nous puissions institutionnaliser également l'évaluation au sein du ministère de l'Agriculture chez nous. Vous savez, l'agriculture constitue un poids important dans notre pays. C'est en termes de produits intérieurs bruts, en termes de recettes d'exportation, on l'a rappelé, il y a énormément de cultures dont nous sommes les premiers producteurs. Par exemple, pour ceux qui connaissent l'anacarde, nous sommes premier producteur mondial d'anacarde avec un peu plus de 900 000 tonnes. Nous sommes au niveau du café, troisième producteur africain. Au niveau de l'EVA, nous sommes premier africain, 7e mondial. Donc, pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays à vocation agricole. Et donc, le poids de l'agriculture est très, très important, surtout les recettes d'exportation de notre pays. Il y a également, au niveau du ministère de l'Agriculture, d'ailleurs, c'est le seul ministère qui dispose d'une direction générale de la planification et de l'évaluation. Pour montrer un peu l'importance de ce secteur, donc, on a même une direction de l'évaluation au sein de cette direction, du ministère de l'Agriculture, qui est même un ministère d'État chez nous. Donc, pour montrer un peu l'importance de l'agriculture, nous avons également énormément de projets et programmes qui sont mis en œuvre dans le cadre justement de l'amélioration, je dirais, des conditions de vie de nos différentes populations. Mais il y a pas mal de facteurs qui limitent justement la pratique évaluative. On a énormément de difficultés, il n'y a pas de ressources budgétaires prévues, alors qu'on met énormément de projets et programmes en œuvre, mais il n'y a pas de ressources budgétaires. Nous avons également peu d'investissement dans les ressources humaines. Ceux qui, par exemple, juste un exemple que je vous donne, qui composent la direction de l'évaluation. Bon, ce sont des ingénieurs agronomes et des ingénieurs techniques agronomes qui n'ont pas véritablement la culture, je dirais, de l'évaluation. Ils font, c'est vrai, dans cette direction, ils font beaucoup plus le suivi. Ils font des revues, mais ils ne font pas véritablement l'évaluation. Vous savez, par exemple, la Côte d'Ivoire, en matière de consommation, consomme énormément de riz et nous importons des centaines de millions de dollars qui sortent pour l'importation de riz. Un des objectifs du gouvernement, c'est l'autosuffisance alimentaire. Il y a énormément de programmes qui ont été mis en place pour cette autosuffisance, mais jusque-là, on n'y arrive pas. Mais on n'a jamais évalué pour savoir un peu qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être autosuffisant au niveau, par exemple, du riz. Donc, il n'y a pas d'évaluation financée sur le site de l'État. Généralement, les évaluations qui sont faites soit avec des programmes conjoints avec nos partenaires, notamment le FIDA, le PAM, ou le FIDA, le PAM, qui sont les partenaires, je dirais, au niveau du ministère de l'Agriculture. Et puis également les banques que vous connaissez, la Banque africaine de développement et tout ça. Donc, pour dire qu'il y a énormément de facteurs qui sont limitants, je voudrais... Alors, quelques solutions qui sont envisagées. Vous savez, on est vraiment dans une dynamique d'institutionnalisation même je dirais, de la pratique évaluative dans notre pays. Donc, faire en sorte qu'au niveau de l'agriculture, qui constitue vraiment, je dirais, le moteur de notre croissance, c'est vraiment de prendre en compte un certain nombre d'éléments. Donc, il y a la disponibilité des ressources financières. Il faut qu'on puisse mettre à disposition des ressources pour évaluer les nombreux projets et programmes qui sont réalisés dans ce secteur.
Il faut renforcer les capacités, faire en sorte qu'on ait une masse critique d'évaluateurs pour nous permettre justement de pouvoir réaliser ces différentes évaluations. Parce qu'une chose est de dire qu'il faut en évaluer, mais une autre chose est également de disposer d'une masse critique d'évaluateurs. Et donc ça, c'est une solution que nous proposons. Il faut également opérationnaliser la loi. Je l'ai dit, il y a à peine 2 mois que cette loi a été adoptée. Pour l'instant, il nous faut véritablement voir dans quelle mesure on peut opérationnaliser cette loi et surtout faire en sorte d'avoir des best practices au niveau de nos différents pays pour nous permettre véritablement de pouvoir opérationnaliser cette loi et puis pouvoir valoriser et utiliser les résultats obtenus de l'évaluation. Je vous remercie. On a soulevé le drapeau, donc je conclue. Merci beaucoup. OK, merci. Alors, je passe la parole maintenant à Monsieur Morsec. Vous représentez ici, en fait, la fonction d'évaluation au niveau national et en tant que secrétaire permanente de la commission de suivi d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics. Et nous savons aussi que l'agriculture, comme vous l'avez défini, est le fer de lance de la croissance du Sénégal. Donc, la question c'est, je sais que vous avez récemment conduit un diagnostic des systèmes de suivi et évaluation dans le secteur agricole. Et on voudrait savoir quelles propositions en ressortent et que vous pouvez nous partager. Merci. Bonjour tout le monde et merci Renata de m'avoir donné la parole. Donc, je voudrais d'abord, en tout cas, remercier les organisateurs de cette conférence. Je crois que c'est une conférence quand même assez pertinente et assez importante, en tout cas pour des pays comme les pays en voie de développement qui ont vraiment besoin, en tout cas, de s'intéresser davantage à tout ce qui concerne le suivi et l'évaluation de leur politique publique. Donc, je remercierai particulièrement le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et particulièrement le FIDA, qui a vraiment permis la participation du Sénégal. Ça, il faut vraiment le dire ici. Donc, je crois qu'avec Monica, ça a été vraiment quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Donc, et vraiment, on est très reconnaissant, en tout cas, du FIDA d'avoir permis au Sénégal de prendre part à cette manifestation. Comme les collègues qui m'ont précédé l'ont dit, je crois qu'on n'a plus besoin de démontrer, en tout cas particulièrement pour l'Afrique, l'importance du secteur agricole, en tout cas dans nos politiques de développement. Je crois que l'agriculture reste encore dans nos États le secteur le plus important pour pouvoir nous pousser vers l'émergence que nous recherchons. Donc, et c'est ça qui justifie la pertinence du choix de ce thème pour cette session, je crois, dans cette conférence. Pour un pays africain, je crois qu'on ne peut pas trouver mieux que de vraiment nous focaliser sur l'évaluation des politiques agricoles, particulièrement de nos pays. Pour ce qui concerne le Sénégal maintenant, il faut dire d'emblée que le Sénégal n'a jamais conduit d'évaluation de politique publique depuis son indépendance en 1960. Et je crois que c'est le cas de plusieurs pays africains. L'évaluation n'est pas dans notre culture administrative ni politique, et particulièrement dans notre héritage francophone, pour ne pas dire française. Donc, ça, je crois qu'on est tous d'accord sur cela. L'évaluation, c'est quelque chose de complètement nouveau dans nos États. Et au Sénégal, on n'a jamais conduit d'évaluation de politique publique. La première évaluation de politique publique qui a été conduite et qui vient de se terminer, qui vient d'être bouclée, c'est l'évaluation de la politique de santé. Et ça, c'est avec le prétexte de la COVID-19 que les autorités avaient demandé à la commission que j'ai en charge d'occuper le secrétariat permanent de faire l'évaluation de la politique de santé pour pouvoir en tout cas tirer des leçons de tout ce qui s'est passé avec la pandémie COVID-19. La deuxième grande évaluation vers laquelle nous nous dirigeons et que nous allons conduire, c'est justement l'évaluation de la politique agricole. Et lors du Conseil des ministres du 17 mars 2022, le président de la République nous a expressément demandé
de faire l'évaluation de la politique agricole du Sénégal. Et quand on dit la politique agricole du Sénégal, c'est la politique agricole au sens large. Ce n'est pas seulement l'agriculture, mais c'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est l'environnement. Donc, on va conduire l'évaluation de cette politique publique agricole au sens large et nous sommes déjà dessus et le cahier des charges va être bientôt bouclé, même durant mon absence. J'étais en contact avec le staff justement sur les progrès qui sont en train d'être faits dans ce domaine. Donc, le cahier des charges va être bientôt disponible et l'évaluation va être conduite. Nous pouvons revenir sur un constat. Le constat, c'est que le dispositif de suivi et évaluation, en tout cas pour ce qui concerne le Sénégal, le dispositif systémique et général est important. Et il n'existe pas entre les différents secteurs de l'agriculture. Donc, qu'on pense à l'agriculture, qu'on pense à l'élevage, qu'on pense à la pêche, à l'environnement, il n'y a justement pas cette imbrication entre l'évaluation de ces secteurs quand même dans notre pays. Chaque ministère, concernant les secteurs dont je vous ai cités, dispose de son système de suivi et évaluation. Ils sont tous dans des dysfonctionnements. Donc ça, c'est le constat vraiment qu'il faut faire. Le contexte justifie au Sénégal, pour qu'on aille vraiment vers, après l'évaluation du secteur de la santé à celui de l'agriculture, les investissements publics dans ce domaine ne cessent d'augmenter. Nous savons que nous sommes des pays à faibles moyens, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais on continue justement, le gouvernement continue à injecter des moyens justement dans ce secteur. L'agriculture est aussi présentée dans les différents plans et programmes économiques du Sénégal comme devant être le fer de lance de la croissance. Ça, c'est un autre aspect. L'autre aspect, c'est que l'agriculture occupe le plus de population active. Nous sommes plus de 60% de notre population complètement orientée vers le secteur agricole. Donc, ça montre aussi l'importance de ce secteur. Et ça doit alors nourrir les 17 millions de Sénégalais qui sont là. Et là, on reviendra un peu sur justement les conséquences de la pandémie de Covid qui a montré à plusieurs pays que l'enjeu de la sécurité alimentaire reste un enjeu fondamental. Et lors du dernier remaniement ministériel du 17 septembre 2022, le ministère de l'Agriculture est passé de ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural à un nouveau ministère qui s'appelle aujourd'hui ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Donc, c'est des leçons qui ont été tirées justement des conséquences de la COVID-19 et le gouvernement essaie de pallier à cela. Donc, aussi, de plus en plus, l'agriculture doit se faire de façon plus durable pour assurer la santé des populations et justement la santé de l'environnement. Maintenant, le diagnostic qui a été conduit par la commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics, je rappelle que cette commission est logée au niveau du cabinet du président de la République. Donc nous n'avons pas en charge un secteur de politique publique. Nous avons en charge l'évaluation de toutes les politiques publiques du pays. Donc c'est une sorte de structure d'évaluation interne pour l'exécutif, parce que comme dans beaucoup de pays, la mission d'évaluation de politique publique revient à l'Assemblée nationale, mais nous savons tous que l'Assemblée nationale n'a pas les moyens, ni financiers, ni humains, de pouvoir conduire l'évaluation de ces politiques publiques. L'Assemblée nationale ne peut s'appuyer que sur des structures comme la Cour des comptes. Donc, au niveau de l'exécutif, les décideurs ont pensé que c'est important de pouvoir avoir une structure qui pourra leur permettre de prendre les meilleures décisions. Et c'est ça qui a conduit à la création, à partir de 2019, de cette commission au niveau du cabinet du président de la République. De ce diagnostic et de ces constats, nous sommes arrivés à certaines propositions pour pouvoir entrer dans les délais qui sont impartis par mes modératrices. La première proposition, c'est le besoin de la mise en place d'un système d'information de suivi et évaluation harmonisé et fédérateur, je l'ai dit tout à l'heure. Le besoin de mise en place, donc de renforcement des systèmes de suivi et évaluation et de la gestion des connaissances. On parlera peut-être tout à l'heure durant les discussions, justement de la capitalisation des expériences, je crois que c'est important. La nécessité d'une harmonisation des outils de suivi et évaluation au sein du secteur agricole, donc les méthodologies, les outils de collecte, les outils d'analyse, etc. La nécessité de création d'une plateforme commune avec une application web fédérant les systèmes existants et accessible à l'ensemble des acteurs selon leurs besoins en information.
Et enfin, le besoin de formation des acteurs dans les domaines du suivi et évaluation et des disciplines connexes, c'est-à-dire la gestion de bases de données, les statistiques, l'économétrie, l'évaluation d'impact, la gestion de sites web, etc. Donc, voilà un peu les quelques propositions, en tout cas phares, sur lesquelles nous sommes arrivés et peut-être à l'issue de nos échanges, nous pourrons développer davantage. Merci beaucoup. Merci, très intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de matière pour la discussion après, mais avant d'ouvrir un peu pour la discussion, je voulais poser quelques questions à notre collègue de Djibouti. Et en fait, on a eu beaucoup d'allers et retours parce qu'il disait « je n'ai pas rien à exposer, ce n'est pas un pays agricole, le système n'est pas développé », mais je pense que dans toutes les interventions, on voit qu'il y a un peu un point opportuniste pour bâtir sur ça qu'il y a. Donc, on voulait vous poser la question, depuis votre expérience à l'Institut des statistiques de Djibouti, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être utilisé pour un peu pousser cet agenda d'aller au-delà, pas seulement de faire les suivis ou la gestion des données de la statistique, mais aussi un peu nourrir un système d'évaluation petit à petit. Merci. Merci. Merci Monica, merci Renata, merci aux organisateurs. Avant de commencer, je voudrais quand même faire un clin d'œil au PAM qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Merci à vous aussi d'être là, de nous écouter. Alors, elle a déjà vendu la mèche. Désolé. Je me posais des questions, mais à cette table, qu'est-ce que j'ai à faire? Quand j'entends Côte d'Ivoire, et il l'a dit, ils sont premiers pratiquement dans tout. Quand j'entends le Gabon, où il pleut permanemment, il y a le pays, c'est totalement en terre arabe. Ou encore, lorsque je vois le Sénégal parler, bon, voilà. Donc, on s'était posé des questions. Alors, mais on a décidé quand même que je vienne avec des questions, même si je n'ai rien à partager, parce qu'on vous l'a déjà dit. Parce qu'en effet, bon, Djibouti n'est pas un pays agricole. C'est un pays qui est désertique, donc climat chaud, et aussi c'est confronté à plusieurs effets négatifs du changement climatique, les inondations, les sécheresses en tant que telles, qui, au-delà de l'agriculture, déciment les bétails. Donc, nous n'avons pas de terres agricoles en tant que telles. Donc, ce n'est pas un pays agricole. Malheureusement, je n'ai pas la projection. Sinon, vous alliez voir qu'au cours des 20 dernières années, le peu de végétation qui existait n'existe plus en tant que tel. Donc, on est dans une situation extrême. Alors, pour vous le dire, que l'agriculture ne représente que 0,8% du PIB. Bon, là, je ne dirais pas que je vais rougir, je vais encore noircir à côté de la Côte d'Ivoire en tant que telle, qui a beaucoup plus de choses. Donc, avec 0,8%, il y a un désintérêt quelque part. Et qui parle de désintérêt, on s'est rendu compte que le ministère ne met pas de système en place pour suivre en tant que tel, un système de suivi et évaluation. Or, à l'Institut de la statistique, je suis également membre de l'Association djiboutienne d'évaluation, et à l'ADE, lorsqu'on a été confronté à des problèmes de disponibilité de produits, pendant la COVID, par exemple, parce que Djibouti importe 90% de ses ressources, on s'est dit comment il faut faire désormais. Est-ce que nous allons mourir avec tout l'argent qu'on a et les services que nous avons, ou il faudra quand même un tant soit peu avoir une maille, c'est-à-dire un semblant d'agriculture qui puisse nous nourrir ne serait-ce que quelques semaines quand on n'arrive plus. Donc, à partir de là, il y a des réflexions qui sont en cours pour convaincre le ministère de l'Agriculture de la nécessité de mettre en place un système de suivi et évaluation, d'abord pour faire l'état de ce qui existe, parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas eu de recensement agricole, il n'y a pas eu d'enquête agricole, mais pourtant, nous savons qu'il y a des jardins qui produisent, il y a des palmiers dattiers qui existent en tant que tels, il va falloir faire l'état de la situation, évaluer ce qui existe, essayer de voir où est-ce qu'on peut trouver les terres arables,
ou faire des fourrages pour pouvoir faire des cultures sous serre ou encore irriguer. Donc, mettre en place le système de suivi et évaluation au ministère de l'Agriculture, pour nous, devient fondamental. C'est une question de survie même du pays en tant que tel, parce qu'on ne peut pas tout importer à tout moment. Voilà pourquoi je suis venu à cette table et je suis content parce que j'ai beaucoup appris. Et il y a d'autres qui sont au deuxième système, il y a d'autres qui parlent déjà de mettre sur le web ou encore des lois. Donc, on va partager et vous aussi, je vous pose la question, comment vous pouvez nous aider pour le faire? En tout cas, nous, on va faire ce que nous appelons pour avoir des données de base. Nous allons inciter à faire un recensement agricole. Nous sommes en train de préparer un recensement de la population et l'Institut s'engage à faire des enquêtes après ces recensements, à faire des enquêtes agricoles au niveau de tous les pays. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous n'avez pas besoin de soulever votre drapeau parce que j'ai terminé. Allez, merci, merci encore. Merci de vos contributions, chers collègues. Merci beaucoup, Monsieur Konaté, pour être venu dans ce panel. On apprécie beaucoup, même s'il y a beaucoup de défis, mais on est ici pour ça. Je voudrais voir s'il y a des questions, des commentaires à ce moment-là. Oui. Alors, Djibouti. Hein. Si vous pouvez vous présenter un peu. Bonjour tout le monde, je m'appelle Monsieur Suleiman de Djibouti. Ma question s'adresse à Monsieur Rodrigue. Donc, on connaît que le Gabon est un pays pétrolier. Je dirais même que c'est un pays qui a été gâté par la nature. Ma question est de savoir quelle est la part en termes de pourcentage qui est consacrée à l'agriculture, ainsi que le nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, c'est Adrien Thigo, je suis spécialiste en suivi au Centre régional du PNUD Addis Abeba. Ma question s'adresse pratiquement à tous les panélistes que je remercie pour leur communication. Lorsqu'on parle de l'agriculture, on parle également de la durabilité environnementale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisation d'outils innovants pour assurer un bon suivi des pratiques agricoles qui respectent l'environnement. Je voudrais savoir, est-ce que parmi les panélistes, il y a déjà un bon exemple qu'on peut nous partager en matière d'utilisation d'outils innovants de suivi pour assurer, quand bien même on veut une croissance dans l'agriculture, puisque c'est le moteur de toutes les économies autour de la table, qu'on veille également à la soutenabilité de l'environnement. Merci. OK. Non, on peut prendre 3 questions, mais il y avait une dame avant. Madame, on prend 3 questions et puis on fait un tour de table. La question va se poser en anglais, je pense, donc si vous voulez mettre l'interprétation pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, n'est-ce pas? Your question is in English, right? Yes. Yeah. Okay. My name is Vijaya Vadivellu from the Independent Evaluation Office of UNDP. Very interesting panel discussion, and thank you for sharing your country's experience. I just want, this is a question to all panelists. How do you see the data on agriculture and related areas in your country? Because data is very fundamental to monitoring and evaluation. I know this is an evaluation conference and we talk about monitoring and evaluation, but how do you see the data trajectory here? Thank you. OK, alors, qu'est-ce qui veut commencer? OK.
Non. On prend de Première trois session questions. de OK. Merci au délégué de Djibouti par rapport à sa première question. Le Gabon, un pays pétrolier, Gabon, pays béni par la nature. Nous sommes d'accord? Effectivement, nous avons un sous-sol bien riche. Nous avons une faible population. Nous avons 80% de notre territoire qui est forestier. Et nous avons à peu près, si j'extrapole, à peu près 9 mois de pluie sur 12. Et que représente l'agriculture pour le Gabon? C'est entre 5 et 6% du PIB national. Et c'est à peu près, en termes d'investissement budgétaire, c'est à peu près 0,7% du budget de l'État. Et cela s'explique parce que à peu près comme Djibouti, c'est 80% des importations de denrées alimentaires au niveau du Gabon. Et toutes les différentes crises, que ce soit la crise pétrolière ou bien les différentes crises en Ukraine ou la crise de la Covid, nous ont fait nous intérioriser en disant ben, on ne va pas continuer à importer des denrées alimentaires alors que nous avons le substrat. Donc, nous avons la matière première idéale pour être un pays agricole. Bon, les économistes nous parlent de la malédiction des ressources comme grande théorie. Et on espère avec le temps, sinon avec la volonté des hommes, avec la volonté politique, de sortir de cette malédiction des ressources qui est une théorie économique qui s'applique actuellement dans le cas de notre pays. Donc, si je peux faire la synthèse de votre première question, c'est 5 à 6% du PIB pour la part de l'agriculture et 0,7% à peu près des investissements budgétaires au niveau du budget de l'État. D'où, comment dire, la main tendue aux partenaires qui pourront, avec leurs procédures, encadrer nos investissements et nous aider à être beaucoup plus rigoureux dans les investissements agricoles. Voici ce qui est de ma participation par rapport à cette première question. Je laisse peut-être pour la durabilité environnementale les autres panélistes ici l'occasion de répondre. Merci beaucoup. Donc, je commencerai par la première question parce que je crois que dans ma courte intervention, j'ai un peu insisté sur cette question de durabilité environnementale. Et c'est pourquoi au Sénégal, on considère le secteur agricole vraiment au sens large. Donc, je l'ai dit tout à l'heure. Et quand on dit secteur agricole, on parle d'élevage, de pêche, d'agriculture, bien sûr, mais surtout de l'environnement. Donc, je crois que les autorités tiennent en compte parfaitement, en tout cas, ce facteur. Et qu'aujourd'hui, pour moi, on ne peut pas faire une évaluation de politique agricole, en tout cas correcte, si on ne tient pas compte justement de ces données environnementales. Donc, pour moi, vraiment, c'est au sens large qu'il faut considérer, au lieu de faire vraiment des évaluations sectorielles limitées dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la pêche, etc. Donc, il faut prendre ce secteur au sens vraiment large et tenir en compte cet aspect environnement, parce que je crois que c'est fondamental aussi pour nos États. Donc, et pour la deuxième question de madame, les données, je crois, en agriculture sont fondamentales, parce que d'ailleurs, je crois que dans tous les secteurs, et dans beaucoup de pays africains, nous pêchons justement dans la confection des statistiques. Ça pose problème. Et dans le secteur agricole, pour qu'on puisse avoir des données fiables, il faut vraiment un système fiable. Et c'est pourquoi au Sénégal, par exemple, l'une des contraintes, c'est justement les problèmes de capacité technique insuffisantes en matière de suivi-évaluation et particulièrement de la gestion des données de base, donc des données informatiques, par exemple. Donc ça, c'est un aspect qu'on peut citer comme une contrainte chez nous, et je crois que c'est une contrainte partagée par d'autres pays. Et justement, là où on a besoin d'appui, on a besoin vraiment d'appui pour une meilleure fonctionnalité de notre système de suivi-évaluation. Il y a deux aspects qui viennent ici. Il y a l'aspect ressources humaines. Et dans cet aspect ressources humaines, c'est parce que nous avons des ressources humaines limitées en nombre, justement pour le traitement des données collectées.
Donc, il faudra vraiment corriger un peu cet aspect-là. Et pour ce qui concerne le renforcement des capacités aussi, nous avons besoin justement de renforcer les capacités dans ce domaine de collecte et d'analyse des données. Donc, pour pouvoir avoir des données fiables. Donc, les besoins de formation des acteurs, je l'ai dit tout à l'heure dans les propositions. Donc, les secteurs comprennent, entre autres, justement la gestion de base des données statistiques dans le secteur agricole. Donc, je crois qu'on est en phase et tant qu'on ne règle pas ce problème de données fiables, je crois qu'on ne peut pas faire d'évaluation fiable. Donc, ça, c'est important. Merci. Merci. Je voudrais juste compléter ce que le collègue du Sénégal a dit. En Côte d'Ivoire, pour les cultures d'exportation, pour les cultures d'exportation, on a pas mal de statistiques parce que justement, il faut pouvoir capter tout ce qui sort du pays. Donc, généralement, quand c'est comme ça, les cultures d'exportation, je vais parler du café, du cacao, de l'EVA, ces cultures-là ont des statistiques, je dirais, assez fiables parce qu'on va recouper avec les données issues de la douane, d'un certain nombre de structures. Mais concernant les cultures vivrières, là, il y a quelques soucis. Les cultures vivrières, je vais parler de tout ce que nous consommons localement. C'est le riz, c'est la banane, c'est le manioc. En général, les statistiques ne sont pas très fiables. Et quand on parle de l'agriculture, il faut ajouter un peu comme le Sénégal l'a dit, la pêche. Par exemple, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays à vocation halieutique comme le Sénégal. Chez nous, on importe pratiquement près de 400 à 500 000 tonnes de poissons chaque année qui servent également pour la nourriture de la population parce que le poisson constitue la première protéine animale qui est consommée en Côte d'Ivoire, mais on a également des conserveries parce que comment dirais-je, on fabrique énormément de thon et donc ça fait qu'on a entre 400 et 500 000 tonnes que nous importons chaque année et la Côte d'Ivoire est également notamment le port d'Abidjan constitue un port de transbordement du thon qui est pêché dans toute cette zone. Et donc, pour les statistiques, en tout cas en matière de culture d'exportation, on n'a pas de souci, mais c'est vraiment au niveau des cultures vivrières que nous avons quelques difficultés, je dirais, à collecter et analyser les données concernant l'agriculture. Pour ce qui est des outils innovants, il faut dire qu'on a pas mal de centres de recherche en agriculture. On a principalement, il y a un des centres qui est vraiment le plus important, qu'on appelle le CNRA, le Centre national de recherche agronomique, qui fait énormément de recherches pour améliorer, je dirais, la productivité des différentes cultures. Mais en termes d'outils innovants, j'avoue que je ne peux pas véritablement prononcer là-dessus, comme je ne suis pas vraiment du secteur, mais je pense que ça devrait pouvoir exister pour permettre justement également d'assurer une certaine soutenabilité environnementale. Donc voilà, juste ce que je voulais ajouter. Merci. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que le collègue de la Côte d'Ivoire a à dire par rapport aux cultures vivrières. Il semble dire qu'ils n'ont pas assez de statistiques assez fiables. Parce que souvent, je crois que c'est dans du domaine traditionnel, dans du domaine des substances en tant que tel. Mais moi, je propose, même si nous ne faisons pas l'agriculture adjunctive, je propose quand même de voir certaines méthodes innovantes de la FAO. Parce qu'à l'ère de géolocalisation, et aussi d'approcher la direction de la statistique, parce que je crois que la direction de la statistique de la Côte d'Ivoire fait pas mal d'enquêtes en matière agricole.
Donc, si on fait un recensement agricole du pays, de géolocaliser toutes les parcelles, y compris les parcelles familiales, de les géolocaliser et aussi chaque année de voir quel type de culture est faite, moi je crois que cette manière est beaucoup plus innovante et permet de voir souvent quelles sont les parcelles qui ont été mises en valeur, quelles sont les parcelles qui sont en jachère et quelle est la productivité qui aura été déterminée au cours de l'enquête ou du recensement. Ça permet quand même de faire des estimations vraiment plus ou moins valables. Donc, en matière d'innovation, je crois qu'il faut vraiment approcher la FAO qui a développé pas mal d'outils dans ce sens et qui peut nous servir dans nos pays, surtout en Côte d'Ivoire, au Sénégal aussi, qui sont des pays à vocation agricole. Je voudrais juste ajouter ça. Je voulais juste ajouter pour la question de madame justement sur les données. Qu'au Sénégal, au-delà du travail qui est fait par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ANDS, dans le nouveau ministère qui a été créé en septembre passé, il a été créé justement une direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles pour justement gérer un peu ces aspects-là. Merci. OK, alors, oui, le Mali, on prend de... Oui, il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait? On veut prendre tout? Oui, on commence par le monsieur du Mali. Oui, merci. Ma question s'adresse à la Côte d'Ivoire et un peu aussi au Sénégal par rapport à l'implication des élus locaux dans les municipalités, dans le processus de suivi et évaluation justement des politiques agricoles, mais aussi de développement rural. On sait que la plupart de nos populations vivent dans le milieu rural, vivent de l'agriculture, de l'élevage. Donc, mais souvent, on voit des difficultés dans la formulation des politiques de développement local et aussi dans les questions de compétences de ces élus locaux. Pourtant, la redevabilité est assurée d'abord à ce niveau. Donc, je voudrais que vous partagiez avec nous ce que vous faites pour assurer l'implication des élus locaux dans le processus de suivi et évaluation de ces politiques. Merci. Bonjour à tous. Moi, je ne vais pas poser de questions, mais je vais essayer de répondre à la série de questions de notre ami connecté de Djibouti. Je suis Rofren Hajimi, experte planification, suivi et reporting SDG 16 portefeuille au PNUD. Mes connaissances en fait sur l'agriculture sont un peu limitées. J'ai juste grandi dans un milieu rural et j'ai passé tout le temps après l'école à Berger-le-Montant. Et je viens en fait d'un pays où le 1/3 de son territoire est désertique, du désert. Ce que je veux dire, donc brièvement, M. Konaté, donc c'est plus simple de créer quelque chose d'ex nihilo que de construire sur quelque chose qui existe déjà. Donc le fait que vous n'avez pas un système suivi-évaluation qui porte sur l'agriculture, peut-être c'est une bonne chose parce que vous avez une grande marge à construire votre système de la façon que vous voulez pour répondre à vos différents besoins. Vous avez déjà mentionné que vous allez conduire des enquêtes, que vous allez collecter des données et vous êtes entouré en fait des organisations qui pourraient vous soutenir à concevoir votre mécanisme suivi et évaluation de l'agriculture et probablement cette terre désertique pourrait produire quelque chose qu'on pourrait manger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut prendre quelques d'autres questions. Il y a le monsieur là. Merci, bonjour à tout le monde. Je suis M. Sila Youssoufa, je suis économiste au bureau du PNUD Centrafrique. Donc, je suis à l'unité de politique et de stratégie. Donc, ma question, je vais revenir sur ce débat qui a commencé peut-être un peu hier, mais qu'on n'a pas encore, comment on appelle ça, vidé ça. Ça s'adresse au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, cette question d'ancrage institutionnel. Donc, on avait vu deux modèles ici qui ont été présentés. Donc, dans un premier temps, pour la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus l'ancrage au niveau donc, de l'Assemblée nationale, qui
pour moi, semble être le lieu le plus indiqué parce que c'est le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler les politiques publiques, en quelque sorte. Et le modèle sénégalais, l'ancrage est revenu, donc, je crois, tel qu'il a été dit ici à la présidence de la République, qui pour moi pose problème. Parce que il avait évoqué les raisons, c'est les raisons de financement et tout ça, c'est pour cela que c'est logé à la présidence de la République. Bon, ça revient au préalable que le Gabon avait présenté tout à l'heure ici, c'est question de volonté politique. S'il y a volonté politique, il y a les ressources qu'on pouvait disponibiliser au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que l'Assemblée nationale est mieux indiquée pour jouer ce rôle de contrôle, donc des politiques publiques, pour que, en quelque sorte, le travail se fait d'une manière vraiment transparente et d'une manière, comment on appelle ça, indépendante. Voilà, moi, je pense. Au niveau de la présidence, je doute un peu. C'est comme si, bon, c'est pas tellement ça, c'est comme si ce que les juges ou les magistrats disent, on ne peut pas être juge et parti. Donc, pour moi, c'est un peu biaisé à ce niveau. Donc, je soulève le débat. Quelle est la meilleure combinaison, le meilleur ancrage institutionnel? C'est une question que je pose peut-être à l'ensemble de l'assistance. On peut en débattre et trouver une solution. Et puis, on fait un autre tour de questions. On a encore un peu de temps. Thank you. Let me ask this in English. My name is Jorge Chavez Tafur. Attends un moment que se met les... In anglais. Oui. Ouais. I call that, Ça sera en anglais. Okay. Yes. Well, my name is Jorge Chavez Tafur. I work with Oxfam. I would like to thank you all for the very interesting cases that you have presented. I would like to make a link with the presentation we heard this morning with the previous panelists. There was a group of panelists which were all women, and they made a very strong emphasis on learning and on drawing lessons. I would like to hear from you, how do you react to that? Do you agree on this emphasis on learning? And which I guess you do. And if yes, what would be the innovations that you would think are necessary to add in your systems? Thank you. On fait des réponses rapides comme ça parce qu'il y a d'autres questions encore. Donc, oui, je vous en prie. Voilà, merci. Je commencerai par la question concernant les élus locaux. Je crois que ça, c'est une question très intéressante pour un pays comme le Sénégal. Donc, le Sénégal est rentré dans une politique de décentralisation depuis 1972. Et on est actuellement à ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal. Et cet acte 3, justement, est axé sur une territorialisation des politiques publiques. Donc ça, c'est important. Et je crois qu'aujourd'hui, toutes les politiques publiques du Sénégal sont axées sur cela, sur une territorialisation des politiques publiques. Donc ça veut dire tout simplement une importance donnée, un premier rôle donné justement à la base. Donc, je crois qu'aux élus locaux, etc., c'est important. Le développement local constitue en tout cas un facteur très, très important dans le développement des politiques publiques et particulièrement des politiques publiques agricoles au Sénégal. Le seul problème qu'on avait, qui a été souligné d'ailleurs par le président de la République en ironisant un peu, je me rappelle un peu de cela, c'est que les élus locaux, leur problème, c'est que bon, ils sont très versés dans la vente des terres. Hein. Donc, généralement, c'est ça où c'est le problème des élus locaux. Les élus locaux, ils ne font que vendre les terrains. Donc, là où les terrains que les paysans doivent utiliser pour cultiver, eux, ils les vendent pour faire de l'argent et rentrer dans leur commune ou bien dans leur collectivité locale. Donc, c'était ça vraiment la dichotomie qui existait entre l'État central et justement l'État décentralisé, le secteur décentralisé. Mais je crois que c'est un problème qui a été réglé et qui a été pris en compte dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal. Donc, c'est justement pour vous rassurer. Et la démarche évaluative au Sénégal est basée sur une démarche participative. Quand on parle de démarche participative, ça veut dire que vous allez à la base. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà. Pour l'ancrage institutionnel, ben, c'est une question intéressante. Parce que c'est d'après les lois et les textes, on dit que c'est l'Assemblée nationale qui est chargée de faire de l'évaluation. Mais ça rentre tout simplement dans le cadre du contrôle de l'exécutif par le législatif. Mais ça ne veut pas dire que l'exécutif ne peut pas faire de suivi-évaluation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Le législatif n'a qu'à s'occuper de son job, contrôler l'exécutif, mais l'exécutif a le droit de se donner les moyens de pouvoir prendre les bonnes décisions. Et c'est pour cela
que l'exécutif fait du suivi-évaluation. Donc, la commission au Sénégal, c'est surtout dans ce sens. Ça n'empêche pas l'Assemblée de faire son travail. Donc, je crois que ça, c'est important de le signaler. Et ça, c'est... Et quand on revient à l'Assemblée nationale, dans nos pays, mais il ne faut pas qu'on se voile la face. Le Sénégal vient de sortir d'élections législatives. On a vu la composition de l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale a les moyens humains pour conduire des évaluations de politique publique? Je ne crois pas dans nos États. Et l'Assemblée nationale ne peut s'appuyer que sur une structure, en tout cas pour le Sénégal, comme la Cour des comptes. Il n'y a pas autre chose. Donc, c'est ça la vérité. Ça, c'est un problème aussi qu'il faudra régler dans la qualité des parlementaires que nous avons pour pouvoir faire le travail qui leur est confié. Et dans l'évaluation, on parle souvent d'évaluation interne et d'évaluation externe. L'évaluation interne, c'est un peu ce que nous faisons au niveau exécutif, et l'évaluation externe, c'est un peu le contrôle parlementaire de l'exécutif par l'Assemblée nationale. Donc, c'est un peu ça. Donc, les deux ne sont pas dichotomiques. Les deux vont ensemble et se complètent. Donc, je crois que ça aussi, c'est important. L'aspect learning, l'aspect apprentissage, ça, c'est fondamental. Et ça me revient un peu à ce que j'avais annoncé durant ma première intervention concernant, justement, vraiment comment je l'appelais encore, le partage d'expériences. Donc, la capitalisation des expériences. Ça, c'est important parce que je crois qu'il ne faut pas que nous pensions que l'évaluation doit être un processus qui va du sommet vers la base. C'est quelque chose qui doit partir des choses apprises à la base pour pouvoir permettre aux décideurs de prendre des décisions qui vont dans le sens de ce que veulent les populations. Donc, dans le sens vraiment de l'intérêt des populations. Donc, et ça, pour le faire, il faut apprendre à partir de la base. Donc, l'aspect learning, pour moi, je suis parfaitement d'accord, c'est un aspect fondamental et c'est une direction que vraiment nous devons tous, dans laquelle nous devons tous nous diriger. Donc, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau. Donc, c'est un peu les quelques réponses que je voulais apporter à ces quelques questions-là. Merci. Si Merci. je peux inviter des réponses rapides comme ça, parce qu'il y a d'autres questions encore. D'accord. Par rapport à l'ancrage institutionnel, comme vous-même l'avez dit, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment l'Assemblée, en fait, le Parlement. Et ça, c'est inscrit dans la Constitution. C'est clair, l'article 93 le dit, le Parlement contrôle l'action de l'État et évalue les politiques publiques. Et vous l'avez également dit, on ne veut pas juger parti, donc c'est vraiment l'Assemblée nationale. Et je rejoins un peu ce que le Sénégal a dit, c'est-à-dire que tout ce qui est évaluation externe, évaluation indépendante, c'est l'Assemblée nationale qui va conduire. Et ils n'ont pas les capacités, mais ils peuvent s'appuyer justement sur, ça peut être des instituts de recherche, ça peut être également la Cour des comptes, ça peut être également des évaluateurs indépendants. Mais tout compte fait, tout ce qui concerne l'évaluation externe, c'est vraiment l'Assemblée nationale qui s'en occupe. Concernant les transferts de compétences, alors, nous aussi, nous avons une loi sur la décentralisation. Le seul hic, c'est que véritablement, il y a un transfert de compétences qui doit être fait. Malheureusement, jusqu'à ce jour, on a un certain nombre, on a normalement 16 compétences qui doivent être transférées aux collectivités décentralisées. Mais jusque-là, ces compétences n'ont pas encore été transférées, justement pour tout ce qui concerne l'évaluation d'un certain nombre de politiques ou de projets. Donc, à ce niveau-là, les collectivités se battent justement pour faire en sorte qu'elles puissent vraiment avoir toutes leurs compétences. Et ça date depuis 2003, parce que la loi a été prise en 2003, mais on n'a pas encore de décret d'application véritablement des compétences de cette loi sur la décentralisation. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Oui, il y a 3 questions. La dame du Pakistan, Gabon et je pense Claire, non? Oui, ok. Bien, bonjour et merci de me passer la parole. Je vais être très pragmatique. D'abord, un petit commentaire pour faire un peu corps avec la réponse qu'a donnée mon compatriote du Gabon. Donc, je me présente d'abord Nandro Marabila, je suis du Gabon.
suite à la question donc de M. Suleiman de Djibouti. Donc, la tendance au Gabon, effectivement, c'est de pouvoir diversifier maintenant l'économie, parce qu'effectivement, jusque-là, on était basé essentiellement sur du pétrole. Donc, pour tout ce qui concerne l'agriculture, il y a des efforts qui sont consentis par le gouvernement. Alors, tout en initiant donc, en favorisant donc les populations à se conformer sous forme de coopératives et également des zones agricoles qui sont créées justement pour permettre à ces gens-là de pouvoir cultiver leurs semences. Donc, voilà ce que je pouvais rajouter par rapport à ça. Ensuite, j'ai une question. Donc, mon compatriote, là, c'est écrit PDA. Donc, c'est la deuxième phase. Ça veut dire qu'il y a une première phase. Est-ce qu'il y a déjà une évaluation de la première phase qui a été réalisée? Une autre question également. Vous avez fait une proposition justement de pouvoir mettre en place une cellule de suivi-évaluation. Est-ce que c'est plutôt une volonté des responsables de ce ministère ou alors c'est plutôt le FIDA qui vous l'impose parce que justement, il y a ce projet qu'ils appuient? Voilà. Merci. Merci. I'll ask my question in English. So I'm Amna, I'm from Pakistan. And whatever you said, it really resonates with us because we are also primarily an agriculture-based country. And my question is, as much as the willingness from the government sounds the ideal most thing, I'm really interested in knowing that when you evaluate a public policy, do you get pressure from other stakeholders, which then puts pressure on you, and then you're not able to implement those results? But because having evaluation is something else, but implementing the results and including all the stakeholders together, it's a different thing. Because these previous public policies, they must have been also made by many of the people who are there in the National Assembly or the Parliament. So how do you navigate, this process? Thank you. Interesting. Merci. Moi, c'est Edouard Dimitri Aboujan. Je suis le directeur du CLEAR pour l'Afrique francophone. En fait, je ne voulais pas poser ma question parce que elle avait déjà été posée par mon voisin. C'est sur l'environnement et je voudrais revenir à mon collègue du Gabon pour réitérer encore la question. C'est de savoir, est-ce qu'il y a un cadre de discussion, de collaboration qui existe entre l'agriculture, donc le ministère de l'Agriculture, et les ministères qui sont concernés par la protection de l'environnement, donc les questions environnementales. Je pense que c'est une problématique qui est très importante pour le Gabon, sachant que l'Afrique est en passe de devenir le premier poumon vert dans le monde et en même temps, on a cette pression-là de nourrir notre population, d'accroître la production agricole avec des pratiques agricoles qui ont parfois des effets néfastes sur l'environnement. Donc, jusqu'à quel niveau, au niveau du ministère, le débat existe et jusqu'à quel niveau c'est pris en compte dans les stratégies qui sont en train d'être mises en place? Merci. Et on fait trois ou... Qu'est-ce qu'il y avait Fabrice, quelqu'un vous voulez d'autre? poser une question? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Ce n'est pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire. Donc, merci beaucoup pour les contributions. Vous avez touché deux éléments. L'un est le suivi régulier de programmes et l'autre est l'évaluation périodique. Donc, vous avez parlé du S et du E. Concernant le E, je suis très ravi de savoir qu'il y a des gouvernements qui sont en train d'organiser une évaluation au niveau sectoriel des activités secrètes dans le secteur agricole. On se demande parfois, d'abord, je vais pas faire une introduction, Fabrizio Felloni, directeur adjoint de l'évaluation du FIDA. On se demande dans nos bureaux comment appuyer ces processus, quelquefois les évaluations qui sont lidérées par les gouvernements. Et peut-être une option pour le futur, c'est d'avoir des évaluations qui sont organisées et gérées par le gouvernement et peut-être des organisations internationales qui peuvent appuyer les processus
en participant, si ça est considéré utile par le gouvernement, bien évidemment, dans des panels de spécialistes, parce que notre travail, c'est d'évaluer des programmes au niveau du secteur agricole. Et si cela est considéré utile par le gouvernement, là, je vois une collaboration possible. Voilà, merci. Une dernière question très rapide. Merci. Et j'ai une question à la fin, mais je vais juste faire une contribution. Je voulais juste dire que je m'adresse au représentant de Djibouti. Voilà, le climat dans lequel ils sont, je ne pense pas que ça soit une calamité. Parce que même la Côte d'Ivoire, que c'était un exemple à 3 climats. On a un climat un peu tempéré, un climat chaud, un climat sec à la fois. Même les végétations, on a la forêt, on a la savane arborée, la savane herbeuse tout au nord. Et je me dis que aussi les cultures sont adaptées en fonction de la végétation que nous avons. Et je pense qu'au niveau de Djibouti, ça peut être ce cas choisir le type de culture qui s'adapte mieux à l'environnement et puis faire un choix. Et je voudrais aussi savoir, est-ce que, parce que là, nous parlons d'évaluation sur évaluation, avant ça, il faut pouvoir vraiment avoir une véritable volonté politique et planifier et mettre ça dans la stratégie. Est-ce qu'actuellement, il y a cette volonté-là de vraiment donner la place qu'il faut à l'agriculture au niveau du Djibouti? Je parle par exemple, est-ce qu'il y a des regroupements qui sont identifiés? Est-ce qu'il y a des écoles de formation agricole qui sont mises en place ou bien qui existent déjà? Vraiment, je veux savoir exactement qu'est-ce qui est fait pour pouvoir faciliter ce changement-là, ce passage-là. Merci. OK, merci. Merci à monsieur le directeur général de poser ces questions pour éclairer le plus grand nombre. Au niveau de la motivation de la mise en place du système de suivi, évaluation au niveau du ministère de l'Agriculture du Gabon. Donc, je voudrais dire ici que dans l'accompagnement, l'OFIDA n'impose pas, l'OFIDA accompagne l'État gabonais. Et dans l'élaboration de la deuxième phase du PEDAR, donc le projet de développement agricole et rural, nous avons eu un bipartisme. C'est-à-dire l'État gabonais a présenté ses besoins en appui institutionnel. Et parmi les besoins, il y avait cette envie-là de créer une structure de suivi et évaluation. Et comme ça rentrait dans l'idéal du partenaire, donc de FIDA, le FIDA a décidé d'accompagner l'État gabonais pour sa mise en œuvre. Donc, l'État propose et le partenaire répond présent en fonction des différents moyens. Et c'est pourquoi je disais, l'OFIDA nous a accompagnés dans un diagnostic sectoriel, quitte aux autres partenaires, membres peut-être de la plateforme Eval Forward, de participer à l'appui, au renforcement des capacités humaines ou bien au renforcement des capacités matérielles. Donc, c'est l'État qui était demandeur et le partenaire n'a fait qu'appuyer l'État gabonais. En ce qui concerne la première phase, il faut dire que dans le processus d'évaluation des projets, il y a des évaluations à mi-parcours et il y a des évaluations à la fin. Donc, des évaluations à l'achèvement, mais il y a surtout les évaluations d'impact. Et c'est l'évaluation d'impact qui est attendue. L'évaluation à l'achèvement a été faite. Il y a un rapport d'achèvement qui est disponible et nous attendons juste l'évaluation d'impact. Mais comme il y a une deuxième phase qui a permis de garder déjà l'existence de la première province, parce que la première phase était sur une province et la deuxième phase a eu l'extension sur 2 autres provinces. Donc, le projet de la deuxième phase se réalise dans 3 provinces actuellement. Donc, voilà. En ce qui concerne la question sur les échanges entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement, il faut dire que tous ces ministères sont représentés au sein de la Commission nationale d'attribution des terres, la CNAT, et c'est au niveau de la CNAT, géré par le ministère de l'Environnement, que les grands processus d'attribution des terres agricoles pour l'investissement, surtout les gros investissements, donc les investissements industriels sont présents. Mais pour l'agriculture, on dit l'agriculture familiale, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. Donc, pour l'agriculture industrielle, il y a des terres dédiées, il y a des zones dédiées pour cela. Maintenant, le vrai problème ici, souvent, c'est le conflit homme-faune, donc le conflit homme-éléphant.
Et dans le projet de développement agricole, dans les zones très impactées par ce conflit-là, l'idéal, on est en train d'essayer de trouver des cultures résilientes, donc des cultures qui permettent aux populations d'avoir des revenus. Et ces cultures-là ne devraient pas être attaquées par des éléphants. Et surtout, l'idéal ici, c'est de partager les savoirs et de voir comment trouver des palliatifs à la dévastation des parcelles par les pachydermes. Donc, nous sommes dans cette transition-là au niveau de ce projet. Et nous avons, comme je disais, l'appui de l'État qui voudrait avoir des solutions immédiates et l'appui du partenaire qui est là pour aider l'État gabonais. Donc, voici un peu ce que je peux apporter comme élément de réponse aux différentes interrogations qui concernaient l'agriculture ou bien le système de suivi et évaluation au niveau du Gabon. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer très rapidement de revenir sur 3 questions qui ont été posées et que je trouve très intéressantes. La première est posée par Madame, concernant justement les pressions éventuelles qu'on subirait en conduisant l'évaluation des politiques publiques. Donc là, je répondrai tout de suite, very straight, that is yes, we got them. Donc, ces pressions existent, mais ces pressions sont naturelles et humaines, en fait. Les microphones ne marchent pas. Ils essaient celui-là pour aller plus vite. Ah, c'est bon, là. Ouais. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est un phénomène que nous considérons comme lié à la nature humaine. Les gens ne veulent pas qu'on jette un coup d'œil sur ce qu'ils font. On a un peu ce problème-là. Donc, c'est des problèmes de conflit d'intérêts, c'est des problèmes de résistance au changement, c'est des problèmes aussi de confusion entre beaucoup de choses. Les gens, ils confondent l'évaluation à beaucoup d'autres choses. Et là, je vais citer juste, par exemple, l'audit. Vous savez que dans nos pays africains, les gens ont peur de l'audit. Tous les fonctionnaires ont peur de ça. Quand on sort ce terme, les gens ne sont plus tranquilles. Donc, quand vous venez pour faire de l'évaluation, ils disent qu'ils sont venus auditer ce que je suis en train de faire. Donc, l'audit n'a pas les mêmes missions que l'évaluation. L'inspection n'a pas les mêmes missions que l'évaluation. La vérification n'a pas les mêmes missions que l'évaluation. Mais on a un problème de confusion et de compréhension du terme évaluation. Donc, il faut que nous autres, qu'on continue à expliquer que c'est pour permettre aux gens de pouvoir avoir un instrument pour prendre les bonnes décisions, tout simplement. On n'est pas là pour contrôler, mais il faut qu'ils comprennent aussi qu'ils sont là pour rendre compte. On ne peut pas vous confier une mission publique et vous refusez de rendre compte. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc on a ça. Et je crois qu'au Sénégal, le problème il est réglé d'une façon en justement logeant cette commission au sein du cabinet du président de la République. Donc moi, quand je viens avec la casquette du chef de l'État. Là c'est un peu plus compliqué. Donc, les gens ont tendance un peu à porter des gants et à pouvoir vraiment m'écouter davantage. Donc, ça, c'est un aspect. Et pour le directeur adjoint de FIDA a parlé tout à l'heure de 2 aspects dans le suivi-évaluation. Suivi et évaluation. Et je crois que c'est une séparation assez intéressante. Les deux vont ensemble. Et nous, au Sénégal, la commission s'appelle Commission d'évaluation et de suivi des politiques et programmes publics. Mais à notre niveau, on fait du suivi stratégique. Maintenant, nous avons une autre structure au sein de la présidence de la République qui est insérée au sein du plan Sénégal émergent et qui s'appelle Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Et ce bureau est chargé de faire du suivi opérationnel. Donc, les 2 aspects de suivi sont pris en compte justement au niveau de nos systèmes d'évaluation et de suivi, à la fois au suivi stratégique et suivi opérationnel. Maintenant, pour appuyer les processus, ça, je crois que c'est sur cette question que nous devons tous réfléchir. Bailleurs, gouvernement, c'est important que nous essayons de voir comment on doit appuyer ce processus dans nos États, comment les structures comme FIDA, comment les structures comme FAO, comme PAM, peuvent intervenir justement dans nos processus de suivi et évaluation pour mieux nous aider. Parce que pour moi, ce que je crois, c'est que ces structures sont là pour nous aider et pour nous apporter des fois des choses que nous n'avons pas. Souvent, on a des problèmes de manque de capacité, on a des problèmes de ressources humaines, on a des problèmes de finances et ces structures sont prêtes généralement à nous les apporter. Donc, on doit trouver une combinaison vraiment efficace entre ces structures et nos gouvernements pour pouvoir travailler ensemble. En tout cas, pour ce qui concerne le Sénégal, nous, on est ouverts à cela.
Et je crois qu'on va essayer de vraiment faire agiter, de faire bouger la machine pour pouvoir vous impliquer dans cette évaluation de politique agricole que nous sommes en train de mettre en place pour la mener. Et pouvoir la mener, ce sera en tout cas avec plaisir que nous la mènerons ensemble avec vos structures. Ça, c'est fondamental. On a parlé de l'aspect funding, financement, on a parlé de l'aspect learning, apprentissage, on a parlé de l'aspect training, formation. Donc, et tous ces trois aspects, nous pouvons, si nous mettons nos efforts ensemble entre gouvernement et organisations internationales, pouvoir les régler. Et nous avons besoin de ces trois aspects pour pouvoir faire du suivi évaluation efficace. Merci. Bon, assez rapidement, je sais que le temps est déjà passé. En fait, il faut dire qu'on fait beaucoup de suivi, mais on ne fait pas d'évaluation. Vous voyez, par exemple, dans la chaîne de planification, donc l'évaluation est le parent pauvre. On fait tous du suivi. Le suivi avec des rapportages. Par exemple, moi, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on fait des rapports de performance, par exemple, du Plan national de développement, qui est vraiment le cas de référence de toutes les interventions de l'État et de ses partenaires. Mais on ne fait pas d'évaluation. Vous voyez? Et même ce plan n'est pas évalué, alors que ce plan devrait être évalué. Et donc, on a, pour le plan qui est en cours actuellement, on a fait en sorte que ce plan soit évaluable. C'est-à-dire, on a assuré l'évaluabilité de ce plan, afin que déjà à mi-parcours, donc en 2023, on puisse déjà examiner ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis apporter des solutions correctives. Et en 2025, pouvoir... donc, pour dire que en matière de suivi, oui, on le fait avec des rapports et tout ça, on fait des revues. Mais on ne fait pas l'évaluation. Et donc, c'est un peu pour ça que l'évaluation constitue une fonction nouvelle dans nos différents pays. Et c'est dans ce cadre-là que vraiment nous sommes en train de nous battre pour l'institutionnaliser, faire en sorte que ce soit systématisé dans toutes les actions et les projets, programmes que nous menons dans nos différents pays. Et dans ce cadre-là, on demande vraiment l'appui de nos différentes agences des Nations Unies. On a la chance d'avoir au niveau de l'agriculture 3 agences qui s'occupent de l'agriculture. Il y a la FAO, il y a le FIDA, il y a le PAM, et ces agences-là devraient pouvoir nous aider, un peu comme l'a dit le Sénégal, en matière de ressources humaines, de formation en ressources humaines, et en matière d'innovation également, pour nous permettre d'apporter une meilleure amélioration des conditions de vie de nos différentes populations. Merci. Je pense. Merci. On a terminé. Non, ne vous inquiétez pas, avec moi, c'est toujours rapide. Hein? Bien, et merci. Au fait, par rapport à l'adaptabilité de certaines cultures, on est tout à fait d'accord. Il y a des opérations pour les palmiers dattiers, pour les maraîchers dans les zones. Mais ce que j'avais oublié, enfin, ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire, c'est que la population djiboutienne, elle est à l'origine nomade et non agriculteur. Donc, et la preuve, lorsque le ministère de l'Agriculture regroupe les pasteurs autour des fourrages, parce qu'il y a eu la sécheresse, il y a eu manque d'eau, ils cultivent plutôt des fourragères, c'est-à-dire du produit pour le pâturage, alors que ça pouvait aussi servir à cultiver d'autres choses. Donc, quand on parle de volonté du gouvernement ou non, c'est qu'il y a ces côtés culturels qu'il faut vraiment prendre en compte et amener les gens vers l'agriculture. Et en ce moment, le gouvernement suivra, je suis sûr. Merci, merci encore de votre patience. Non, merci beaucoup de la patience. Je voulais justement dire, on a parlé de soutien de partenaires techniques. Les agences des Nations Unies basées à Rome sont en train de discuter comment renforcer leur appui aux capacités en suivi et évaluation dans les domaines agricoles. Donc, on aura l'occasion de continuer la discussion. Je laisse la parole à Monique pour 3 secondes de conclusion. 30, s'il te plaît. Mais, okay. Mais j'étais dans les drapeaux. Donc, on a tous faim, donc je pense que je voulais juste mentionner un groupe d'acteurs qui n'a pas été mentionné par les panels, qui sont les associations, les réseaux d'évaluateurs, qui amènent un peu une diversité d'acteurs qui sont plus développés dans un pays ou dans l'autre,
mais je pense que ce sont des plateformes importantes pour que vous continuez au sein de vos pays et aussi entre pays, surtout dans cette francophonie, à continuer à échanger et à continuer à réfléchir sur ces débats de comment le système d'évaluation, pas seulement au côté sommet de l'État national, mais aussi comment amener les voix des populations. En Afrique, vous avez toute la tradition de l'arbre à parole, à palabres. Avec tout ça, vous pourriez, les capitalisations d'expérience qui ont été mentionnées, comment interconnecter un peu les deux systèmes, un peu plus de redevabilité, mais aussi d'apprentissage de toutes ces connaissances locales des personnes à la base. Donc, je trouve que le défi est lancé. L'agriculture et l'environnement sont des secteurs qui se prêtent très bien pour amener un peu ces demandes, les bureaucrates qu'on est internationaux, nationaux et aussi ceux qui sont à la base. Et on espère que ce panel a servi un peu pour lancer ce débat, qu'on va continuer peut-être à travers des webinaires et en bloc. Et bon, on voulait juste vous remercier aussi les panélistes pour l'auteur de toutes les interventions. Merci beaucoup. Et on fait un Ouais, merci.